à vous toutes et à vous tous pour cette conférence débat que nous avons intitulée Palestine, 100 ans d'injustice et maintenant. Je tiens d'abord à remercier nos hôtes, le Parti communiste qui nous a mis à disposition cette salle, et je voudrais saluer la présence parmi nous de Monsieur l'ambassadeur de Palestine en France, de Salman El-Herfi, de Monsieur Jean-Paul Lecoq, député du Havre, et également de Mme Raphaël Primet, qui est conseillère de Paris. Nous allons nous organiser de la manière suivante. Un moment de conférence des interventions de nos invités que je vais vous présenter, des questions-réponses, tout cela jusque vers 10h, 10h15, 9h, 9h15, pardon, et ensuite nous aurons un petit moment convivial en dessous pour parler de manière plus informelle entre nous et pour échanger. Nos intervenants, Ayman Odeh, qui est palestinien citoyen d'Israël, qui est un avocat et un homme politique connu puisqu'il dirige le Front démocratique Hadash et qu'il est président de la coalition Liste Unie, qui est devenue la troisième force politique à la Knesset en Israël, en obtenant 13 sièges aux dernières élections de 2015, dernières élections législatives en Israël. Alain Grech, lui est journaliste, il est directeur d'Orient 21, il a été rédacteur en chef du Monde diplomatique, il est spécialiste du Proche-Orient, auteur de plusieurs ouvrages, De quoi la Palestine est-elle le nom, par exemple, et puis, plus récemment, Un chant d'amour Israël-Palestine, dont vous voyez la couverture ici. On aurait bien voulu vous en présenter quelques exemplaires. Il y a eu quelques problèmes de livraison avec l'éditeur. On en est désolé. Je vais simplement introduire très rapidement cette conférence en vous disant et puis je vais me présenter aussi, Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité. Et remercier Lamia qui va être notre interprète. Nous avons placé cette conférence sous le signe de cette année 2017. 2017, 100 ans de dépossession, 100 ans d'injustice. Ça fait 100 ans depuis la déclaration Balfour, 70 ans depuis le plan de partage de la Palestine, 50 ans depuis la guerre de 1967 qui a abouti à l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Nous sommes dans une campagne sur cette année 2017 pour expliquer les choses à un public aussi large que possible et également expliquer qu'à partir de cette compréhension de l'histoire, comment nous pouvons agir. Le droit international reste notre référence, mais l'histoire doit nous éclairer. Ce regard sur l'histoire doit nous permettre d'accroître notre exigence de justice pour le peuple palestinien et d'égalité entre les peuples. À ce propos, l'actualité récente nous montre que l'histoire a un sens et que les mots ont un sens. Et il va falloir le rappeler à quelques personnes assez connues dans notre pays, dont le président de la République, qui, le 17 juillet, d'abord a fait la faute d'accueillir Benyamin Netanyahou dans la commémoration franco-française de la rafle du Veldiv, et qui a sorti l'amalgame, qui a repris l'amalgame sur antisionisme et antisémitisme. Nous lui avons écrit « L'histoire a un sens, les mots ont un sens ». Et cet amalgame a été encore repris au début de la semaine dernière par le Premier ministre. C'est quelque chose qui est grave pour la société française aujourd'hui,
Je crois qu'à l'opposé de ça, il faut qu'on se saisisse de l'histoire, qu'on soit précis avec les mots et qu'on donne tout notre sens, tout le sens que cela veut dire. Et cette année 2017, elle doit nous rappeler que nous devons mener ce combat en France, en même temps que nous apportons tout notre appui aux hommes et aux femmes qui se battent pour leurs droits, pour la liberté, pour l'égalité entre les citoyens, en Israël et en Palestine, comme le fait Ayman Odeh. Alors, comment vont se passer l'heure qui va venir? Nous allons demander d'abord à Alain Grèche de nous rappeler un peu ce que ça signifie, ces 100 ans d'histoire, est-ce que ça commence à éclairer la réalité d'aujourd'hui, et ces 100 ans de dépossession, qu'est-ce que c'est que cette année 2017 à la lumière des 100 ans de dépossession de la Palestine. Et ensuite, on va demander à Ayman Odeh de nous parler de la situation actuelle et des menaces, notamment, qu'il ressent dans la situation actuelle en Palestine et en Israël où il vit. Je redemanderai ensuite aux deux intervenants de nous illustrer le « et maintenant ». Le « et maintenant », c'est quelles sont les perspectives. Quelles sont les perspectives du point de vue d'Alain Grèche? Quelles sont les perspectives du point de vue d'Ayman Odeh pour le peuple palestinien dans les années qui viennent et la période actuelle. Après, nous ouvrirons le débat. Nous terminerons par un petit mot de conclusion de la part de chacun des intervenants. Voilà, Ayman Odeh s'exprimera en arabe, Lamia traduira donc en non simultané. Et donc, nous allons commencer donc par les interventions. Et j'ai donc demandé à Alain Grèche s'il peut nous livrer son éclairage historique sur cette année 2017, sur ces 100 ans de dépossession vus de l'année 2017. Oui, bien, merci. Merci tout d'abord à l'association France-Palestine Solidarité pour m'avoir invité, pour me donner l'occasion de participer à un débat avec Ayman et pour pouvoir débattre avec vous en cette année qui est effectivement une année importante dans l'histoire de la Palestine. Je vais parler en fait, survoler évidemment parce qu'on ne peut pas parler d'un siècle d'histoire, avec différents éclairages, 3 dates qui me semblent enfin importantes, 1917, 1967 et la guerre de juin 67, avec les conséquences que ça a notamment sur la position française, qui est quand même importante à rappeler. Et troisièmement, aujourd'hui, est-ce qu'on assiste, comme disent certains, à une espèce de disparition de la question palestinienne dans le chaos du Proche-Orient? Je vais commencer par la déclaration Balfour. Il y a peu de conflits dont on peut dire qu'ils ont commencé à un moment précis. En général, on dit ça a commencé à telle période, etc. C'est évident que la déclaration de Balfour du 2 novembre 1917, par laquelle le gouvernement britannique dit regarder avec sympathie la création d'un foyer national juif en Palestine, est une date décisive et on peut dire qu'elle marque vraiment le début du conflit palestinien. Elle marque aussi le début d'une politique délibérée, permanente, qui n'a jamais cessé de dépossession et d'expulsion des Palestiniens. Je rappelle que nous sommes en 1917 en pleine Première Guerre mondiale, que les Français et les Britanniques sont en train de sortir vainqueurs de cette guerre et qui sont en train de se partager notamment le Proche-Orient arabe, c'est-à-dire en gros ce qui va de l'Égypte à l'Irak, en zone d'influence. Le fait que les deux se battent ensemble, la France et le Royaume-Uni, n'implique pas du tout qu'ils soient alliés sur tout. Et en fait, il y a des concurrences importantes entre les deux, notamment sur la question du contrôle de la Palestine. Pour la France, la Palestine fait partie de son aire d'influence. Et dans les premiers accords de partage qu'on a connus sous le nom d'accord Sykes-Picot, il y a une entente franco-britannique pour qu'il y ait une autorité partagée sur la Palestine. Et puis au fur et à mesure que la guerre avance et que la victoire se précise, les Britanniques n'ont aucune envie de voir les Français s'installer en Palestine. Pour eux, la Palestine est un endroit
stratégique parce que ça protège le canal de Suez. Et à l'époque, le canal de Suez est la voie de communication entre la métropole et l'Empire des Indes, qui est le joyau de l'Empire britannique. Et donc, dans ce débat, dans ces concurrences, les Britanniques vont se servir d'un mouvement sur lequel je vais revenir, qui s'appelle le mouvement sioniste, pour faire pression, pour, entre guillemets, expulser la France, qui va accepter de l'être, et obtenir le contrôle de la Palestine. Le mouvement sioniste est un mouvement qui est né à la fin du XIXe siècle, avec l'idée non seulement que les Juifs forment un État. Nous sommes à l'époque avec un fort révolte des nationalités dans les empires tsaristes, dans l'empire austro-hongrois, et donc on peut penser que le mouvement sioniste s'inscrit dans cette logique de donner aux Juifs soit une autonomie, soit un État. Mais ce qui fait la différence fondamentale avec tous les autres mouvements, c'est que le sionisme signifie l'installation des Juifs dans un territoire différent, c'est-à-dire dans un territoire qui est la Palestine, et c'est ce qui fait la particularité du mouvement sioniste. Arthur Koestler, qui est un des grands écrivains du XXe siècle, qui a écrit un livre qu'il a rendu célèbre, qui s'appelle « Le zéro et l'infini » sur les procès staliniens, qui a lui-même été un combattant de la droite sioniste, qui est allé en Palestine se battre, a résumé la déclaration Balfour dans une formule qui est tout à fait frappante. Il dit « Une nation, le Royaume-Uni, a solennellement promis à une seconde nation, les Juifs, le territoire d'une troisième, les Palestiniens. » Et je crois que là, on a le résumé de ce qui allait se passer. Et je crois que quand on parle, si vous voulez, le terme de colonialisme est un terme ambigu, parce qu'il fait référence à des choses assez différentes. D'un côté, le colonialisme tel qu'il s'est développé au XIXe siècle, c'est le contrôle par une métropole d'un certain nombre de territoires. Le Royaume-Uni contrôle l'Inde. Il le contrôle avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de soldats. Mais au XIXe siècle, il y a disons, cette forme de colonialisme, c'est la forme de colonialisme dominante. Et il y a une autre forme de colonialisme qui s'inscrit dans le même mouvement, mais qui est le colonialisme de peuplement. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Amérique du Nord d'une certaine manière, mais ce qui va se passer en Algérie, ce qui va se passer en Afrique du Sud, en Afrique australe, ce qui passe en Australie, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Et je crois que c'est ce caractère de colonialisme de peuplement qui fait la particularité de ce qu'a été le mouvement sioniste depuis le début. C'est-à-dire un mouvement qui vise à installer une population qui vient non pas d'une seule métropole, mais de plusieurs métropoles, pour remplacer la population autochtone. Et toutes les déclarations pour dire « mais non, on peut vivre ensemble », etc., globalement, l'ensemble du mouvement sioniste a travaillé avec l'idée d'expulser les Palestiniens. Alors cette expulsion, d'ailleurs, dans l'histoire, elle a pu prendre des formes très différentes. C'est-à-dire sous le temps du mandat britannique, c'est-à-dire entre 1917 et 1947, elle se fait essentiellement sous la forme d'achats de terres favorisés par les Britanniques, mais qui se traduisent déjà par quelque chose qui, quand même, il faut rappeler, c'est-à-dire la bataille du mouvement sioniste pour faire triompher ce qu'ils appellent le travail juif, c'est-à-dire remplacer les travailleurs arabes sur les terres qui ont été achetées par des propriétaires juifs par des juifs. Et d'ailleurs, c'est curieux, mais c'est important, il a fallu de fortes pressions sur un certain nombre de propriétaires juifs pour les amener à chasser les travailleurs arabes, à la fois parce que les travailleurs arabes savaient travailler la terre, ce que ne savaient pas la plupart des colons au départ en tous les cas, et puis parce qu'on les payait moins cher. Quoi qu'il en soit, je dirais cette déclaration Balfour a été à l'initiative de quelque chose qui est un colonialisme de peuplement, comme je l'ai dit, à une époque où c'est le dernier exemple de ce type de colonialisme. Il n'y en a pas d'autres. Tous les exemples que je vous ai donnés Australie, c'est avant. Là, c'est le seul exemple qu'on va avoir de colonialisme de peuplement et d'installation de colons. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que
surtout après les déclarations de notre président de la République, c'est qu'à l'époque, la grande majorité des Juifs est hostile au mouvement sioniste. Alors, peut-être que notre président de la République pense que la grande majorité des Juifs étaient antisémites à l'époque, mais la grande majorité des Juifs, alors, il y a différents... de toute façon, les Juifs ne forment pas une unité, il y a différentes tendances. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont citoyens de leur pays, et notamment les Juifs britanniques vont être fous furieux contre la position prise par leur gouvernement, en disant que ça va créer une double allégeance pour les Juifs britanniques. Il y a tous les Juifs qui participent aux différents mouvements révolutionnaires, socialistes révolutionnaires, communistes, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut rappeler quand on parle de l'histoire du mouvement sioniste, c'est que la majorité des Juifs, l'extrême majorité des Juifs, a voté avec ses pieds en émigrant dans la vraie terre promise, qui était les États-Unis, qui était la vraie terre promise non seulement pour les Juifs, mais pour beaucoup de peuples d'Europe. En gros, entre 1880 et 1920, il y a 4 millions de Juifs qui vont s'installer aux États-Unis, alors qu'il y a quelques dizaines de milliers qui vont en Palestine. Et c'est important à rappeler parce que, en fait, il a fallu que les États-Unis ferment les portes de l'immigration à partir de 1925 et la montée du nazisme pour accélérer l'installation des Juifs en Palestine. Je crois que ça aussi, c'est très important à rappeler. Et je ne parle pas non plus de l'opposition des Juifs religieux qui pensent que l'État d'Israël ne peut être construit qu'avec l'arrivée du Messie. Donc il y a une très forte opposition. Malgré ça, et c'est important à le dire, la communauté internationale de l'époque, c'est-à-dire les pays européens, les États-Unis, vont faire pression pour faire triompher ce mouvement sioniste, ce mouvement colonialiste. Et ils vont y arriver d'ailleurs, je veux dire, il faut y arriver. Mais il faut quand même rappeler que le succès aurait été impossible sans l'aide du Royaume-Uni. Je vois que j'ai déjà passé à peu près les 2 tiers de mon intervention, de temps de mon intervention. Je voudrais sauter maintenant à une autre période qui est 1967. Pourquoi 1967 ? Pas pour parler de la guerre, parce que je dirais, bon, on pourra éventuellement en parler dans la discussion, mais pour parler de la position française. Le livre que nous avons fait sur 50 ans de relations entre la France, Israël et la Palestine part de juin 67. Et réellement, il faut dire l'importance que ça a eu en France et à quel point la position prise par le général de Gaulle était étonnante. C'est-à-dire qu'en juin 67, mai-juin 67, au moment de la crise, il y a une mobilisation extraordinaire en faveur d'Israël. Je veux dire, de toutes les forces politiques, à l'exception du Parti communiste, mais même les gaullistes signent des appels en faveur d'Israël. Les intellectuels, les chanteurs se mobilisent. On a mis en scène dans la bande dessinée Serge Gainsbourg, par exemple. Plus apolitique que Serge Gainsbourg, il n'y a pas. Et pourtant, il va faire une chanson à la gloire de l'armée israélienne. Donc il y a une fantastique mobilisation populaire. Il y a une fantastique mobilisation des médias. Alors à l'époque, les médias, ce n'est pas tellement la radio et la télévision, c'est pour l'essentiel les journaux, et notamment François, et avec l'idée que les Juifs, les Arabes veulent massacrer les Juifs, qu'il va y avoir un nouvel holocauste, etc., etc. Il y a une telle folie que, là aussi, on met en scène la une que François publie le 5 juin 67 au matin, c'est en grand « Les Égyptiens attaquent Israël ». Je veux dire, donc vraiment, on est dans cette espèce de folie. Et là-dedans, à part le Parti communiste qui a eu une position extrêmement à contre-courant et qui a, dès le début, condamné les manœuvres israéliennes, etc., De Gaulle va prendre une position, comme j'ai dit, à contre-courant, et aussi à contre-courant de ce qu'était l'alliance traditionnelle entre la France et Israël. Il faut rappeler quand même que l'armée israélienne qui gagne la guerre de 67, elle est armée par la France. Les Mirages, c'est la France qui les a fournis. Et De Gaulle va prendre une position, et c'est important de le rappeler, De Gaulle n'est pas ni un antisémite comme il sera accusé, ni même un antisioniste. C'est un type qui a une grande admiration pour Israël, pour sa création, etc. Mais simplement, il rencontre avant la guerre les représentants arabes et israéliens et il leur dit une chose, ne tirez pas les premiers. Parce que si on a
la guerre, on rentre dans un engrenage qui sera irréversible. Et quand Israël attaque, puisque on sait que c'est Israël qui a attaqué, il va condamner. Ce qui est important dans sa position, c'est qu'à la fois elle est totalement à contre-courant, je l'ai dit, à part d'une fraction des gaullistes et du Parti communiste, et que finalement, c'est elle qui va imposer ce qu'on a appelé la politique arabe de la France, et notamment la politique sur le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que les successeurs de De Gaulle, Georges Pompidou évidemment, mais même Valéry Giscard d'Estaing, qui était considéré comme très pro-israélien, très atlantiste, etc., et ensuite Mitterrand, d'une manière ou d'une autre, avec des nuances, etc., vont suivre cette politique. Et je veux rappeler, peut-être, j'avais évoqué de parler de 3 dates, mais peut-être je vais rester là pour ne pas rallonger, mais ce qui est important, c'est que la France, qui à l'époque ne pèse pas plus ou moins qu'aujourd'hui, va arriver à faire que ses positions deviennent les positions européennes et finalement s'imposent sur la scène internationale. Parce qu'elle a parlé haut et clair en faveur du droit international. Et les principes qui vont être adoptés par la France, qui vont être défendus par la France, c'est 2 principes simples: le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la négociation avec l'OLP. À quoi Begin, c'est en 1980 la fameuse déclaration de Genève adoptée par la communauté des États économiques européennes, qui ne comprend que 6 États, mais qui dit c'est ça les principes du règlement du conflit israélo-palestinien. Et malgré les attaques israéliennes, à l'époque, Begin est Premier ministre, il va expliquer que ce que la France demande, c'est que Israël négocie avec les SS arabes. Reagan, qui est président américain, va condamner ça. La France va rester... J'ai terminé mes 15 minutes, donc je vais... la France va imposer ça. Et je crois que c'est important à rappeler quand... On y reviendra peut-être sur les perspectives. Quand on a aujourd'hui une position tellement effacée de la France sur cette question. Comment, alors que même c'est finalement ces principes du droit à l'autodétermination des Palestiniens et de l'OLP qui ont été au moins formellement acceptés par tout le monde, y compris les États-Unis et Israël, le fait que les négociations s'enlisent, le fait qu'Israël refuse tout à fait toute solution réelle pacifique, n'entraîne de la part de la France aucune réaction ou aucune initiative qui permettrait de sortir réellement de cette impasse. Il y a l'idée, si vous voulez, la France, le discours officiel, c'est de dire mais nous n'avons pas changé de position. Nous sommes toujours pour deux États côte à côte, nous sommes contre la colonisation, et tous les 15 jours, vous avez la France qui condamne, vous avez un communiqué du Quai d'Orsay, moi j'aimerais bien qu'on les numérote pour savoir si c'est le 572e ou le 573e, qui dit nous condamnons fermement la colonisation. Mais la réalité de la politique française, c'est un rapprochement sans précédent avec Israël sur tous les plans, sur le plan économique, politique, sécuritaire, etc., etc. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'inquiétant et qui prive la France, à mon avis, de tout rôle efficace. D'abord, de tout prestige dans la région, mais aussi de tout rôle efficace qui a été, encore une fois, c'est important de le rappeler, celui qu'elle a pu jouer dans les années 70 et 80. Merci. Nous avons laissé la parole à Ayman Odeh qui va nous parler de la situation actuelle en Israël et Palestine. الأخ بيترون هيلبرون رئيس لجنة التضامن الفرنسية الفلسطينية، سعادة السفير سلمان الهرفي المناضل المعطاء، الرفيقة ليديا سمارياح مسؤولة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الفرنسي. فهمت أن هنا أكثر من عضو برلمان، فلا أريد أن أتورط، فأحيي كل عضو برلمان موجود هنا. المؤرخ والصحفي إيلان جريش، وأريد أن أحيي أيضا على
الشرباتي رئيس اتحاد طلبة فلسطين، وأخص الصديق توفيق تهاني الذي دعاني وهو صديق شخصي وإنسان عزيز جدا علي. Monsieur Bertrand Heilbronn, président de l'association France-Palestine Solidarité. Je voudrais commencer par vous saluer, vous. Je voudrais également saluer Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Selman Al-Khelfi, grand combattant, Votre Excellence. Je voudrais également saluer ma camarade Lydia Smalia du Parti communiste. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs députés ici présents. Je ne voudrais pas commettre d'impair, donc j'étends mes salutations à l'ensemble de mes camarades ici présents. Je voudrais également saluer Monsieur Alain Grèche, ce journaliste et auteur, et saluer Monsieur Taoufik Tahani, qui m'a invité, grand ami, au Grand Cœur. بما أننا سنبدأ منذ العام 1917 فلنبدأ بالأخبار الجيدة بمناسبة 100 سنة على ثورة أكتوبر العظيمة. Puisque nous parlons de l'année 1917, nous allons commencer par la bonne nouvelle, à savoir la célébration des 100 ans de la grande révolution de cette année-là. هذه الثورة التي أفادت البشرية برمتها واستفاد منها الغرب ليس أقل من الشرق الشعوب. Cette révolution qui a apporté des avantages à toute la population, à l'ensemble des populations sur Terre et qui a bénéficié tout autant au peuple de l'Est comme au peuple de l'Ouest. يعني أوروبا الغربية وكل الدول الرأسمالية بدأت تعطي حقوق للعمال خوفا من المد الشيوعي منذ العام 1917 وبهذا فهذه الثورة العظيمة أفادت كل البشرية وليس فقط شعوب شرق أوروبا. Puisque les pays d'Europe occidentale et les pays capitalistes ont commencé à octroyer des droits à leurs travailleurs de peur de la contagion communiste en 1917. Et donc, oui, cette révolution a bien bénéficié à l'ensemble des peuples de l'humanité. ويكفي أن نذكر نهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار الفارق والحاسم في ستالينغراد وهو الانتصار التاريخي الأكبر لصالح الإنسانية ضد أبشع مظاهر الفاشية وهي النازية. Et il suffit de rappeler donc la fin de la Première Guerre mondiale et la grande victoire de Stalingrad, la plus grande victoire de l'humanité face à l'aspect le plus insidieux et abject du fascisme et du nazisme. مقابل هذا الإشراق التاريخي 1917 كانت هنالك ظلمة دامسة يمثلها وعد بلفور 2/11/1917. Donc après ce petit contexte, mise en contexte historique, l'année 1917 a été marquée par une injustice qui a été consacrée le 2 novembre 1917. إن أهم فكرتين في وعد بلفور الأولى بناء بيت قومي لليهود والثانية عدم المس بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود. عدم المس بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود. Donc, deux idées principales étaient la déclaration de Balfour, à savoir la création d'un foyer national juif et l'absence de tout droit pour une population qui ne serait pas juive. يعني اليهود هم شعب نحن ما هو تعريفنا غير يهود. C'est-à-dire que les juifs, eux, constituent un peuple et nous nous sommes définis comme étant non-juifs. بما أن اليهود شعب فلهم حقوق قومية. بما أننا غير يهود مش شعب غير يهود فلنا حقوق مدنية دينية. Et puisque les juifs sont un peuple, ils ont donc des droits nationaux. Puisque nous sommes considérés comme non-juifs, nous avons des droits autres que nationaux, des droits sociaux ou religieux. جيد أن ترافقنا هذه الفكرة في هذه الأيام التي يسعى بها نتنياهو وحكومة إسرائيل إلى سن قانون القومية اليهودية الذي هو نص حرفي عن وعد بلفور. Ce sont les idées qui ont accompagné
toute la législation nationale juive qui, en réalité, ne représente qu'une transposition de la déclaration de Balfour. ولكن تعالوا نستفيد معا ما معنى دولة يهودية أو بيت قومي لليهود على أرض الواقع، لأن نظريات كثيرة، ولكن لنرى بالممارسة ماذا حصل. Mais prenons l'occasion ici de nous pencher ensemble sur ce que signifie foyer juif ou État juif concrètement, de manière concrète sur le terrain. أي فكرة الحقوق القومية لشعب بغض النظر عن كل الخلفيات وعن الحق وغير الحق ممكن أن تكون دقيقة، مثلا تجسد حق تقرير المصير لشعب، فهذا حق قومي لشعب. ولكن هل إسرائيل هي فقط تجسيد لحق تقرير المصير للشعب أم أكثر من ذلك؟ Alors, les droits nationaux, au-delà de savoir quels sont ces droits-là, on peut par exemple parler de points très spécifiques tels que le droit d'autodétermination des peuples. Et donc, il s'agirait de se demander pour Israël, est-ce qu'un droit national, ça veut dire droit d'autodétermination des peuples? على أرض الواقع دولة يهودية يعني النكبة. بدون النكبة ما كانت لتقوم دولة يهودية. Mais concrètement, l'État juif se manifeste par la Nakba. Sans Nakba, sans la catastrophe, pas d'État juif. في الخمسينيات والستينيات دولة يهودية يعني مخيمات لجوء للفلسطينيين، ويعني مصادرة أراضي لنا وحكم عسكري ومجازر مثل مجزرة كفر قاسم. Un État juif, cela signifiait concrètement la dépossession de Palestiniens, ça a signifié également une agression militaire, ça a signifié des massacres et la mise en campement de la population palestinienne. هذا التجسيد الفظ التهجيري لمفهوم الدولة اليهودية تجاه الشعب الفلسطيني وصلنا به مثلا لدينا بالداخل حتى قانون القومية اليوم. ماذا يقول قانون القومية؟ Cette manifestation de l'État juif à l'égard des Palestiniens, nous la retrouvons également dans la loi nationale israélienne aujourd'hui. Alors que dit-elle? قانون القومية يقول أولا دولة إسرائيل كانت تعرف كدولة يهودية وديمقراطية، الآن ديمقراطية مش مهم، دولة الشعب اليهودي. Alors, initialement, l'État d'Israël était caractérisé comme étant un État juif et démocratique. Le démocratique, maintenant, ça n'importe plus, c'est un État juif. البند الثاني أن دولة إسرائيل كان بها لغتان رسميتان، الآن تلغى اللغة العربية، لا تبقى لغة رسمية. البند الثاني بقانون القومية. Deuxième point, l'État israélien avait 2 langues officielles, dont une, désormais, a été mise au ban. البند الثالث كل قوانين إسرائيل تفسر وفق قانون القومية هذا. كل القوانين تخضع لتفسير قانون القومية، يعني هو مش قانون استثنائي فقط، وإنما قانون سامي فوق كل القوانين وتفسير، يعني إذا يتعارض أي قانون مع هذا القانون فالغلبة بالقضاء لقانون القومية. Donc, troisièmement, toutes les lois existant en Israël doivent être interprétées au regard de cette loi-là portant sur le peuple israélien. Cela veut dire que si jamais il y a contradiction entre 2 législations, ce sera cette loi-là qui le remportera toujours. نحن العرب الفلسطينيين الذين بقينا في وطننا رغم النكبة ورغم سياسات التهجير، ماذا يفعل بنا وفق هذا القانون؟ Alors nous, Arabes palestiniens, qui sommes restés malgré la Nakba et malgré les politiques d'expulsion, que devons-nous faire ou comment sommes-nous traités vis-à-vis de cette loi-là? دولة إسرائيل حاولت أن تنتج منا كيان اسمه العربي الإسرائيلي. من هو هذا الكائن الذي اسمه العربي الإسرائيلي؟ L'État israélien a essayé de créer un être qu'il a appelé l'arabe israélien. Alors, qui est cet arabe israélien? هو عربي يتعلم عن الشعر القديم وعن التاريخ القديم حتى العام 900 ميلادي
بعد العام 900 ميلادي ممنوع يتعلم أي شيء. يعني أنا شخصيا بالتعليم بالمدرسة تعلمت حتى سنة 900 ميلادي، ولكن عن تاريخ الفلسطيني ممنوع أن أتعلم شيئا. Alors, par exemple, cet être arabe, il a le droit d'apprendre l'histoire jusqu'à l'année 900. Après, c'est fini. Moi, personnellement, je n'ai plus pu avoir l'histoire de mon peuple après cette année-là. إذن فهو عربي ليس فلسطينيا فقط عربي، ولكن بدون شعور وطني تجاه شعبه. هو عربي مشوه. Donc c'est un être qui est arabe, qui n'est pas palestinien et qui n'a aucun sentiment d'appartenance nationale envers son peuple. ومن هو الإسرائيلي في معادلة العربي الإسرائيلي؟ Et donc quelle est la composante israélienne dans cet être arabe israélien? الدولة دولة اليهود. فمن أنا بالنسبة للدولة؟ Cet État est un État juif, donc qui suis-je par rapport à cet État-là? إذن فأنا إسرائيلي مشوه. Je suis un Israélien qui est dépossédé d'une partie de son identité. لأنه فقط اليهودي هو الإسرائيلي الكامل في دولة اليهود. Car il n'y a qu'un Israélien juif qui est entièrement citoyen dans cet État juif. إذن فهذا الكائن الذي اسمه العربي الإسرائيلي هو عربي مشوه وإسرائيلي مشوه. Donc cet être qui est arabe israélien est un faux arabe, si je puis me permettre, et un faux israélien en même temps. أنا درست قانون ودرست حقوق جماعية للشعوب. لا أعرف شيء اسمه حقوق جماعية للأكثرية. يعني إذا بدخل على جوجل وبكتب الحقوق الجماعية للأكثرية، أول إشي جوجل بنجان. بعد ما جوجل يستوعب بنزل لي أول كلمة الحقوق الجماعية للأقليات. Donc, moi, j'ai fait des études de droit. Et notamment, j'ai travaillé sur le droit des peuples. Je ne connais pas le droit collectif de la majorité. Et d'ailleurs, si vous mettez ça sur Google, si je fais une recherche sur Google, ça ne va pas du tout fonctionner. Et d'ailleurs, on va me corriger et on va me mettre les droits de minorité. لأن الأكثرية تحصل على حقوق الجماعية بالسنة الأولى، باللحظة المؤسسة، بالاستقلال، بوثيقة الاستقلال. بعد ذلك لها من القوة الكفاية إنه ديمقراطية يعني تحصين حقوق الأقلية الجماعية. Puisque la majorité obtient tous ces pouvoirs-là au moment de la fondation de l'État, au moment de l'indépendance. Et ensuite, ayant ce pouvoir, cela lui permet d'octroyer des droits aux minorités. ولكن يبدو أن النفسية في إسرائيل هناك أكثرية ونفسيتها نفسية أقلية. Mais il semblerait qu'en Israël, il y a une majorité qui gouverne avec l'impression, la mentalité d'une minorité. وهناك أقوياء نفسيتهم ضعفاء. Et il semblerait qu'il y a des puissants qui se sentent faibles. أو يبدو كما يقول المثل الفلسطيني اللي بوكل لحمة نية بضل بطنه يوجعه. Ou alors, il semblerait, et là j'aimerais citer un proverbe palestinien, celui qui mange tout le temps de la viande crue aura toujours mal au ventre. يبدو أن هناك من سرق، من أجرم، ويريد أن يثبت دائما يشعر بعدم الارتياح، أموره مش هادية مش طبيعية، بده يأكد. Et il semblerait qu'il y en a qui ont commis des crimes ou qui ont volé, qui ne se sentent pas tout à fait à l'aise avec ça et qui doivent tout le temps se prouver, confirmer leur position. يعني شو يعني بتيجي بعد 69 سنة من إقامة دولة إسرائيل بتحكي بدي أسن قانون إسرائيل دولة يهودية؟ ليش يعني؟ على فكرة إحنا دائما شفنا الدولة اليهودية، إحنا بعدنا مش شايفين الدولة الديمقراطية. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de consacrer le fait qu'Israël est un État juif après 97 ans d'occupation? Nous, on l'a toujours su que c'était un État juif. Nous, on attend de voir la partie démocratique. والموضوع أكثر من ذلك، إنهم بيطلبوا من القيادة الفلسطينية أن تعترف بإسرائيل أنها دولة يهودية. Et ça va encore plus loin, puisqu'on demande aux dirigeants palestiniens de reconnaître Israël comme étant un État juif. طب ما أنتوا عملتوا سلام مع السادات ومع الملك حسين، ليش ما طلبتوش مننا هذا الطلب؟ Et lorsqu'on a signé la paix avec la Jordanie et l'Égypte à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'aura pas demandé la même chose? إلا إذا بدكم إنه الفلسطيني يصير صهيوني. Sauf si ce que vous attendez, c'est que les Palestiniens deviennent sionistes.
يعني مش يعترف بإسرائيل كأمر واقع، يعترف بأيديولوجية إسرائيل. C'est-à-dire non seulement qu'ils reconnaissent Israël comme un État, le fait et son fait d'existence, mais plutôt qu'ils reconnaissent en plus l'idéologie derrière cet État-là. يعني الدول تعترف بالدول ولكن لا تدخل بالمبنى الدستوري للدول. Les États reconnaissent d'autres États. Ils ne rentrent pas dans les détails de l'identité ou de la construction de ces États. يعني هل إسرائيل تطلب من منظمة التحرير أن تدخل بمبناها الدستوري وتعبر عن رأيها بالمبنى الدستوري لدولة إسرائيل؟ Est-ce que l'État d'Israël est en train de demander à l'OLP de prendre position sur la constitution ou sur l'identité de l'État israélien? طب هل من حق منظمة التحرير أن تسأل دولة إسرائيل ما معنى إسقاطات دولة يهودية على الفلسطينيين داخل إسرائيل ولا هذا تدخل بالشؤون الداخلية ممنوع تسأله؟ Ou est-ce que l'OLP a dans ce cas-là le droit de poser des questions sur ce que cela signifie comme conséquence pour les Palestiniens vivant en Israël, ou est-ce que là, ce serait de l'interventionnisme qui n'est pas le bienvenu? أم ذهبنا إلى المفاوضات لنتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وإذا بنا نتحدث عن حقوق الشعب اليهودي؟ أم ذهبنا إلى المفاوضات للتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وإذا بنا نتحدث عن حقوق الشعب اليهودي؟ دخلوا على المفاوضات من أجل الحديث عن حقوق الشعب الفلسطيني لأنه اليهود حققوا حقوقهم القومية في العام 48. فالحديث في شعب لم يحقق حقوق قومية اللي هو الشعب الفلسطيني. فالمفاوضات صرنا نحكي عن حق الشعب اليهودي. دولة يهودية ولا مش دولة يهودية؟ On s'est retrouvé à parler au cours des négociations des droits du peuple juif, enfin des juifs, alors qu'on était là pour parler justement des droits du peuple palestinien. ولكن أصدقكم القول إنه أنا ما بشعر إنه شغلي هو التحليل السياسي. شغلي أن أقول ما هو الواقع من أجل أن نقود باتجاه واقع آخر. Je ne suis pas là pour faire des analyses politiques, je suis là pour vous dire quelle est la réalité afin que nous puissions aller de l'avant et la changer. ومن موقعي كرئيس القائمة المشتركة القائمة الثالثة بكبرها في إسرائيل علي أن أعطي حلول لا أن أحلل وانتهى الأمر وإنما أن أقول إلى أين الاتجاه، كيف يجب أن نعمل، كيف يجب أن نغير هذا الواقع. Et en tant que président de la troisième coalition la plus forte en Israël, de la liste unifiée, mon rôle, c'est de donner la direction à suivre, expliquer comment faire pour changer cette situation. أنا بدي أقول لكم إيش أهم معادلة سياسية عند نتنياهو. Je vais vous expliquer quel est le plus important à ce stade pour Netanyahou. إنه إحنا العرب الفلسطينيين اللي بنشكل 20% من المواطنين كيف يجعلنا مواطنين غير شرعيين بالسياسة. Il veut savoir comment faire pour que nous, Arabes palestiniens qui représentons 20% de la population israélienne, comment faire en sorte que nous soyons non légitimes d'un point de vue politique. انتبهوا بقراءة سريعة لسنوات التسعينيات. من سنة 92 لسنة 96 نتنياهو كان رئيس المعارضة. رابين كان رئيس الحكومة. رابين ما كانش عنده أغلبية، كان 56 عضو من أصل 120 بالبرلمان. إحنا كنا بيضة القبان التي رجحت الكفة. كنا 5 أعضاء وصلنا حكومة رابين ل 61. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك نحن وفقط نحن منعنا نتنياهو أن يشكل الحكومة بالعام 96 للعام 92 للعام 96. Si on se penche sur les années 90, on se rend bien compte que ce sont les 5 membres à ce moment-là de notre formation qui ont réussi à faire en sorte que Netanyahou ne puisse pas former la majorité à ce moment-là. Et c'est Rabin qui était chef de gouvernement donc à ce moment-là. في العام 96 نتنياهو فاز على شمعون بيرس بأغلبية 30,000 صوت. بالنسبة لنتنياهو إحنا اللي كان عندنا في حينه 300,000 صوت، كل نسبة تصويت بتزيد عنا كابوس بالنسبة لنتنياهو. À ce moment-là, en 96, Netanyahou a gagné les élections face à Pérez avec 30 000 voix. Donc ça veut dire que toute voix que nous remportons de notre côté est un véritable cauchemar pour Netanyahou. في العام 99 نتنياهو حصل على 44%، باراك حصل على 56%. نحن بأصواتنا أسقطنا نتنياهو. En 99, Netanyahou a obtenu 44% des voix et Barak a obtenu 56% des voix. C'est nous, grâce à nos voix, qui avons pu faire échouer Netanyahou cette année-là également.
يعني نتنياهو حصل على أغلبية بين اليهود ولكنه لم يحصل على أغلبية بين كل المواطنين. Ce qui veut dire que Netanyahou a obtenu la majorité au sein de la population juive, mais n'a pas obtenu la majorité au sein de la population israélienne. لذلك منذ سنوات التسعينيات ونتنياهو يقول هذه الدولة يهودية، من أجل أن يكون القرار شرعيا يجب أن يكون بأغلبية يهودية. Et c'est pourquoi, depuis les années 90, Netanyahou aime à répéter qu'il s'agit d'un État juif et que donc c'est les décisions ou les choix de la population juive qui sont légitimes. في يوم الانتخابات الأخير اللي حصلنا فيه على 13 مقعد، نتنياهو الساعة 12 الظهر خطب أمام المصوتين قال لهم احذروا المواطنين العرب، إحنا المواطنين مش ناس من برا عم بتوجهوا بكميات إلى صناديق الاقتراع. Lors des dernières élections, les élections dans le cadre desquelles nous avons remporté 13 sièges, à midi, Netanyahou s'est dirigé à la population, aux citoyens qui se rendaient aux urnes. Les citoyens, c'est nous, j'entends. احفظوا هذه المعادلة. في حالة نحن العرب الفلسطينيين كنا شرعيين بالعمل السياسي في إسرائيل، نتنياهو يجب أن يقنع أكثر من 65% من اليهود. في حالة كنا غير شرعيين يكفي أن يقنع 51% من اليهود وهو رئيس حكومة. Voici l'équation qu'il faut résoudre. Si les Arabes sont considérés comme étant légitimes, pouvant participer légalement à la vie politique en Israël, Netanyahou doit avoir plus de 56% des voix des Israéliens. Mais si ce n'est pas le 65%, merci. Mais si ce n'est pas le cas, 51% lui suffisent. لهذا ما هو دوري وما هو دورنا؟ أولاً إنه المرة القادمة نصوت أكثر ما صوتنا بالمرة السابقة. Et donc voici mon rôle et notre rôle. Tout d'abord, que nous votions plus que la dernière fois. يجب أن نذكر أن نتنياهو كان سنة كاملة مع 61 عضو، يعني بأغلبية عضو واحد فقط. نتنياهو كان سنة كاملة خلال هاي الدورة ب 61 عضو بالبرلمان، يعني فقط بواحد زيادة. Il faut rappeler que pendant tout ce mandat-là, Netanyahou comptait 61 membres de son groupe au Parlement, donc un uniquement qui était en plus. ثانياً أن يكون لنا توجه ديمقراطي بحيث نساهم في عزل اليمين لا أن ينجح في عزلنا. أن يكون لنا توجه ديمقراطي بحيث نساهم في عزل اليمين لا أن ينجح بعزلنا. Que nous ayons une perspective démocratique et que nous puissions isoler la droite et l'empêcher de réussir à nous isoler, nous. ولا هذا الأساس أن نحافظ على القائمة المشتركة وأن نخوض الانتخابات القادمة كقائمة مشتركة، ولكن هذا لوحده غير كافي. نحن بحاجة إلى بناء معسكر ديمقراطي كبير داخل دولة إسرائيل في مواجهة اليمين. Donc la base, c'est ça, c'est de parvenir à maintenir la liste unifiée et de continuer à voter plus, mais selon moi, ça ne suffit pas. Nous devons parvenir à dresser réellement une armée démocratique face à la droite en Israël. اليمين ونتنياهو خطيران في 4 أبعاد أساسية. La droite et Netanyahou sont dangereux sur 4 points essentiels. 1. ترسيخ الاحتلال لدرجة منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية. Tout d'abord, la poursuite de l'occupation jusqu'à ce que la possibilité d'un État palestinien soit rendue nulle, impossible. التحريض على المواطنين العرب بحيث لم يحرض مثله أي رئيس حكومة منذ العام 48 حتى اليوم. L'agression qui est manifestée à l'égard des citoyens arabes qui a été jamais vue auparavant jusqu'à aujourd'hui. الهجوم على الهامش الديمقراطي ضد المحكمة العليا، ضد الجمعيات، ضد الصحافة والإعلام، وحتى التدخل رسميا بمواقف المحاضرين بالجامعات. Les agressions commises à l'égard de plusieurs institutions, y compris la Cour suprême, les agressions contre les journalistes et même parfois les interruptions de conférences dans certaines universités. رابعا السياسة الاقتصادية النيوليبرالية ومعاداة الشرائح الضعيفة. معاداة الشرائح الضعيفة اقتصاديا.
يعني توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء داخل إسرائيل. Okay. Et quatrièmement, le néolibéralisme et les politiques qui contribuent à augmenter les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. هذه الأبعاد الأربعة لا تقلقنا لوحدنا، تقنع أيضا شرائح من اليهود. Ces quatre préoccupations ne nous concernent pas nous uniquement, elles concernent également des segments de la population des Juifs israéliens. لا نتفق على كل شيء ولكن نتفق على النقاط الأربعة: ضد الاحتلال من أجل السلام، ضد التحريض على المواطنين العرب نحو المساواة للمواطنين العرب، ضد الهجوم على الهامش الديمقراطي من أجل تعزيز الديمقراطية، ضد السياسة الاقتصادية النيوليبرالية من أجل سياسة العدل الاجتماعي. هذه النقاط الأربعة يجب أن نبني معسكر ضخم يحمل هذه القضايا الأربعة. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais nous pouvons nous mettre d'accord sur ces 4 points-là. La fin de l'occupation, premièrement. Deuxièmement, la fin de discrimination à l'égard des populations arabes en Israël et la lutte pour l'égalité. Troisièmement, la fin des agressions commises à l'égard des institutions démocratiques. Et quatrièmement, la fin des politiques néolibérales et œuvrer pour une société plus juste. Nous devons créer une véritable armée démocratique, comme je vous le disais, qui puisse porter ces causes-là. وجود المواطنين العرب الفلسطينيين كجزء أساسي وشامخ وندي في هذا المعسكر يساهم في جعلهم قوة فعالة ومؤثرة، وهذه مساهمة مهمة في تغيير الحكم في إسرائيل. La présence de citoyens israéliens juifs dans cet effort-là va pouvoir rendre cet effort-là effectif. C'est une contribution qui est essentielle. أنا أقول لكم بمقدورنا أن نحافظ على القائمة المشتركة، أن نزيد من قوتها ومن مقاعدها، وأيضا أن نبني هذا المعسكر الكبير. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous souhaitons maintenir la liste unifiée, la renforcer, mais également contribuer à mettre en place ce groupe de personnes-là qui vont lutter pour les causes dont je vous ai parlé. أنا أريد أن أطلب منكم أمرين من فضلكم. الأمر الأول هو أن تساعدوا دولة فلسطين وسعادة السفير سلمان الهرفي بالضغط على المؤسسة الفرنسية من أجل الاعتراف بدولة فلسطين. Je vous demanderai 2 choses. Tout d'abord, d'aider le peuple palestinien et d'aider son Excellence, M. Salman Herfi, pour mettre la pression sur les institutions françaises afin que l'on reconnaisse l'État de Palestine. أن يكون هذا مشروعا مركزيا لليسار الفرنسي. Je souhaiterais que ce soit un projet central de la gauche française. الأمر الثاني، ب2/11 في مظاهرات في كل العالم قبالة السفارة البريطانية ضد وعد بلفور، ولكن أن لا يكون ضد شيء ماضي وحسب، لأن هذا أمر مستمر ويتجلى الآن بقانون القومية أيضا. يجب أن تكون مظاهرات أمام سفارات بريطانيا. طبعا الهدف هو أيضا الحق التاريخي، ولكن أيضا ضغط على بريطانيا من أجل اتخاذ موقف عادل بالنسبة للاعتراف بدولة فلسطين. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, ce sont les manifestations qui auront lieu le 2 novembre devant les ambassades britanniques. Donc, évidemment, par rapport à la déclaration de Balfour. Alors, pas uniquement comme un élément de l'histoire ou du passé, mais aussi comme quelque chose qui est un processus qui est en continu, et notamment avec cette nouvelle réforme juridique dont je vous ai parlé. Alors, bien sûr, il s'agit de parler de l'histoire de la déclaration de Balfour, mais grâce à ces manifestations devant les ambassades, rappeler aux Britanniques leurs responsabilités et leur demander de prendre position pour un État de Palestine. آسف على الإطالة. أحد أسباب الإطالة أننا نتحدث وتوجد ترجمة أيضا، لهذا فشكرا لكم على حسن الإصغاء. J'ai été un peu long parce qu'il y a la traduction, et donc je voudrais remercier pour votre patience et votre écoute. Un grand merci à Ayman Odeh pour cette intervention. J'ai l'impression que nos 2 intervenants n'étaient pas d'un optimisme extraordinaire. Et c'est sur ces bases-là que je voudrais leur demander un peu les perspectives. Alain Grech nous a parlé de l'éloignement actuel de la France de ses positions acquises en 1967. Il y a un moteur qui manque, notamment en Europe. Je n'ai pas le sentiment que c'est des États-Unis que va pouvoir venir un nouveau rapport de force. Qu'est-ce qui pourrait, et également, il pourrait nous éclairer un peu sur ce qui se passe régionalement avec les autres pays arabes.
qu'est-ce qui pourrait changer dans le rapport de force qui permettrait au peuple palestinien de reconquérir ses droits. Puis je donnerai ensuite la parole à Ayman Odeh également sur les perspectives. Oui, effectivement, la situation peut paraître très difficile. Il y a eu plusieurs éléments, je veux dire, à la fois la poursuite d'une politique israélienne de colonisation, à la fois la complaisance de la communauté internationale, de beaucoup de pays, y compris des pays qui se disent amis du peuple palestinien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a à mon avis, deux facteurs d'optimisme et qui aident à la mobilisation. Quand on voit l'histoire de la mobilisation en faveur de la Palestine en France, j'ai rappelé comment en 1967, l'opinion était massivement pro-israélienne. Au cours des années, ça a changé. Et je crois que c'est important de rappeler cette période. Ça a changé pourquoi? D'abord à cause de la lutte du peuple palestinien lui-même, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a eu, en parallèle de cette mobilisation, une mobilisation en France et en Europe en faveur des Palestiniens. Donc il y a eu un changement dans l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'impression que c'est une opinion publique figée, qu'elle est de tel ou tel côté. Non, ça demande un combat permanent. C'est vrai que depuis quelque temps, je dirais depuis les accords d'Oslo, peut-être, les choses sont devenues paradoxalement plus difficiles. Pourquoi? Parce que d'abord, dans une partie de l'opinion, il y a eu l'idée que c'était gagné, qu'on allait vers la paix, vers la création d'un État palestinien. Puis, il s'est développé aussi cette idée qui est extrêmement dangereuse, à mon avis, que finalement, c'est un conflit entre deux peuples, avec des extrémistes des deux côtés, qui occulte totalement la question de l'occupation et la question du dominant et du dominé. C'est-à-dire de faire comme si, bon, il suffisait que les gens de bonne volonté des deux côtés discutent et négocient pour qu'on arrive à une situation. Or, ce n'est pas le cas. On est dans une situation de rapport de force sur le terrain qui est extrêmement défavorable aux Palestiniens, avec d'un côté un des États militairement les plus puissants de la région, avec disposant d'appuis internationaux importants, et face au peuple palestinien. Donc il y a cette inégalité, et malheureusement, les accords d'Oslo ont eu tendance à faire comme si, bon, finalement, ils vont négocier, ils vont aboutir à quelque chose. Et puis il y a un troisième élément aussi qui joue de manière négative, c'est la guerre contre le terrorisme. C'est évident que depuis 2001, depuis les attentats de New York et de Washington, le lancement par l'administration Bush de la guerre contre le terrorisme, ce prisme de la guerre contre le terrorisme est devenu le prisme par lequel on lisait pratiquement toute l'actualité internationale, et notamment au Proche-Orient. Et avant le conflit israélo-palestinien qu'on pouvait lire comme un conflit d'occupants et d'occupés, petit à petit, on est arrivé à le faire comme si c'était, en fait, on lutte contre le terrorisme. Et tout le monde lutte contre le terrorisme et contre les terroristes. Et malheureusement, dans ce contexte, il y a l'idée que, enfin, chez un certain nombre de gens, que notre allié dans la lutte contre le terrorisme, c'est Israël. Israël prétend depuis 60 ans qu'il lutte contre le terrorisme. Et vous vous souvenez que il y a au moment des attentats à Paris, il y a eu toute une série d'articles pour nous expliquer qu'il fallait apprendre d'Israël la manière de lutter contre le terrorisme. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il n'y a pas un État qui a connu... J'aime pas le terme terrorisme parce qu'à mon avis, il ne recouvre rien, il ne veut rien dire, il est utilisé à tort et à travers, mais il n'y a pas un endroit où il y a une insécurité telle qu'en Israël depuis 60 ans. Et l'insécurité, ce n'est pas le fait qu'on prend plus ou moins de bonnes mesures policières, c'est parce que fondamentalement, l'occupation crée pour les Israéliens une insécurité. C'est vrai que les Israéliens ont peur, mais ils ont peur parce qu'ils sentent qu'ils sont responsables d'une situation qui est inacceptable et de situations que les Palestiniens n'accepteront pas. Et que la seule manière pour eux d'obtenir, c'est soit de chasser les Palestiniens, soit d'obtenir, il s'est créé un comité aux États-Unis pour dire, en fait, la vraie question aujourd'hui, c'est que les Palestiniens acceptent qu'ils ont perdu. Et je crois que c'est ça qui est réellement important. Donc,
Ce que je veux dire, c'est que la situation aujourd'hui est plus compliquée qu'elle ne pouvait être dans les années 80 par certains aspects. Et elle nécessite une mobilisation, elle nécessite ce que nous savons faire, c'est-à-dire des débats, des mobilisations, etc. Et elle est d'autant plus nécessaire que, je veux dire, le gouvernement français a une position plus qu'ambiguë aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas une position, contrairement à ce que disent beaucoup, y compris de pays arabes, la France n'est plus une alliée. Elle n'est pas une alliée, elle n'a pas une position fondamentalement différente des autres, elle ne fait rien concrètement. Et au contraire, je veux dire, la France est un des rares pays qui criminalise BDS, et c'est quand même avec l'appui de toutes les forces, enfin, de la plupart des forces politiques. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais, les situations évoluent, et personne ne peut dire comment elle va évoluer. Je vais dire après comment elle peut évoluer sur le terrain en Palestine, mais donc, nous avons une responsabilité de mener la bataille pour faire reconnaître ce qui est une injustice fondamentale dans le paysage proche-oriental. En expliquant quelque chose qui me semble très important, parce qu'aujourd'hui, on a un discours qui est de dire, bon, écoutez, franchement, regardez, il y a combien de morts en Palestine? Regardez les morts en Syrie, regardez les morts en Irak, regardez les morts au Yémen. Bon, c'est vrai que c'est un problème important, mais c'est pas si important. Je pense que c'est une mauvaise lecture politique. C'est-à-dire, je pense que réellement, le conflit, la question palestinienne est au centre de la vie du Proche-Orient depuis 50 ans et qu'elle va le rester. Parce que pour les peuples arabes, pour les peuples du monde musulman, mais aussi beaucoup plus largement, c'est une question centrale parce que, pour une raison simple qui est facile à expliquer, c'est la dernière question coloniale. Alors, il y en a d'autres. Je ne veux pas rentrer, il y a le Sahara ou d'autres choses. Mais il n'y a pas de question qui pèse autant du point de vue international et qui est pour les peuples de la région le symbole du double langage occidental. C'est-à-dire, d'un côté, le droit à l'autodétermination, de l'autre côté, la répression contre les Palestiniens. Et l'idée qu'on va pouvoir combattre les groupes les plus extrémistes sans régler la question palestinienne, elle est fausse. La non-solution de la question palestinienne alimente les groupes les plus extrémistes. Parce qu'ils ne voient pas d'autre solution. Et je dirais, il faut le dire, c'est-à-dire, c'est évident qu'on peut comprendre qu'à Gaza, après 10 ans de blocus, dans une situation que certains d'entre vous ont pu connaître, franchement, moi je comprends qu'un jeune il prenne une bombe et il ait envie de faire sauter les choses. Je veux dire, c'est une situation que nous aidons, que nous favorisons en ne faisant rien pour la solution du problème palestinien. Maintenant, l'autre aspect qui aussi rend optimiste, malgré les défaites, la division des Palestiniens qui, on espère, va pouvoir être surmontée, il y a quelque chose qui est resté, si vous voulez, de ces 50 années, c'est que la Palestine elle est présente sur la carte politique et diplomatique. Elle est présente aux Nations Unies et il faut se battre pour que la France reconnaisse l'État palestinien, mais elle est présente sur la carte politique, c'est-à-dire tout le projet sioniste est bâti sur l'expulsion des Palestiniens et la disparition des Palestiniens. En 1949, Moshe Sharett, qui était ministre des Affaires étrangères, je crois, israélien, dit les Palestiniens, maintenant, ils sont dans les camps, ils deviennent le rebut de l'histoire, dans quelques temps, ils vont disparaître. Eh bien, ils n'ont pas disparu. Non seulement ils n'ont pas disparu, mais je pense que, notamment après 1967, avec la renaissance de l'OLP, la conscience nationale palestinienne est très importante, elle est très forte, elle s'affirme partout, pas seulement d'ailleurs dans les pays Palestine et autour, mais aussi à l'échelle internationale. Les Palestiniens sont actifs à travers le monde, et je crois que ça, c'est quelque chose de très important, qui fait aussi la contradiction aujourd'hui dans laquelle le gouvernement israélien, malgré sa supériorité, se trouve. Il n'a pas de solution, à part l'expulsion qui est difficile à mettre en œuvre. Je ne dis pas qu'elle est impossible, mais difficile à mettre en œuvre. Il est devant une contradiction. Soit ils acceptent 2 États, soit ils acceptent un État de tous ses citoyens, soit ce vers quoi on se dirige aujourd'hui, c'est une situation d'apartheid. Et on est dans un apartheid de fait, il ne faut pas se le cacher. Qu'est-ce que c'est l'apartheid? C'est vous avez 2 populations qui vivent sur le même territoire qui ne sont pas soumises à la même loi. Des amis sud-africains
qui sont allés en Palestine me disaient, mais il y a des choses qu'on n'a jamais vues en Afrique du Sud. Par exemple, des routes qui sont réservées aux Juifs israéliens. Donc, il y a cette contradiction, il y a cette force et il y a cette détermination des Palestiniens. C'est vrai qu'ils ont subi beaucoup de défaites, je dirais, mais à chaque fois, parce qu'il y a cette conscience nationale forte, ils se sont remis, entre guillemets. Et je terminerai sur une chose, c'est, je veux dire, un de leurs atouts, c'est nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de cause aujourd'hui qui suscite une telle mobilisation à travers le monde. Et pas seulement dans le monde arabe et musulman, c'est-à-dire en Europe, en Amérique latine, en Asie, il y a des mobilisations et aujourd'hui c'est là-dessus qu'il faut compter. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'il faut le construire pas à pas, mais c'est quelque chose de très important. Le mouvement BDS est quelque chose de très important, c'est-à-dire c'est un élément qui permet réellement de faire pression sur une politique qui est inacceptable. Alors, sans rentrer dans un débat qui moi, me semble... est-ce qu'il faut boycotter les produits des colonies ou boycotter Israël, etc. Moi, je dis, pour moi, il faut boycotter, il faut punir Israël, point. Ce n'est pas les produits des colonies qu'on doit punir. Je veux dire, de même que certains appelaient au boycott des États-Unis pendant la guerre du Vietnam, ce n'était pas pour détruire les États-Unis. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais il faut effectivement des mesures. Et ce mouvement BDS, il est très important. Je ne pense pas que c'est un mouvement qui a des conséquences pour l'instant économiques sur l'économie israélienne. Mais ça a des conséquences symboliques très importantes et dont le gouvernement israélien est conscient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout, il y a des débats sur qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Israël, comment on peut punir pour cette politique, etc. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important et je dirais que c'est quelque chose que nous devons continuer à développer avec l'idée que je rappelle tout le temps, mais qui est évidente. Moi, je dis toujours, je ne suis pas pro-palestinien, pour moi, ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est pour le droit international et l'application du droit international. Et ce qui est paradoxal dans la position française, c'est que d'un côté, ils disent, nous sommes pour le droit international, c'est-à-dire le droit international, aujourd'hui, c'est un État palestinien en Cisjordanie et Gaza avec Jérusalem-Est comme capitale, mais nous ne faisons rien pour l'appliquer. Alors nous allons nous mobiliser sur l'Ukraine, la Crimée, la Corée du Nord, partout, mais le seul endroit où le droit international ne nous intéresse pas vraiment, c'est la Palestine. Et ça, c'est effectivement inacceptable. Merci. Merci Alain Grech. Ayman, vous avez décrit un processus qui est vraiment un processus de droitisation en Israël, avec une loi pour la nationalité qui cherche à exclure les citoyens palestiniens d'Israël, y compris par leur langue. Vous avez décrit une société qui est de plus en plus marquée par le racisme et l'extrême droite. Si on élargit un peu le propos, on peut se dire que pour les Palestiniens, d'une manière générale, la division des forces politiques n'est pas encore résolue, même s'il y a des petits signes d'espoir, que les alliances avec les autres pays arabes sont compliquées et qu'ils sont des tentations de normalisation poussées par les États-Unis. Donc dans toute cette situation, qu'est-ce qui vous rend positif, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Quels sont les points d'espoir pour vous dans une évolution de cette situation? أنا متفائل بشعبي الفلسطيني. هذا شعب بطل. Je suis optimiste face au peuple palestinien et grâce au peuple palestinien. C'est un peuple victorieux. قبل شهرين كان في مظاهرات بالقدس. هاي المظاهرات قالت لنتنياهو لحكومة إسرائيل إنه إذا بتمسي هاي المنطقة، يعني إذا بتقربي عليها، إذا بتطلعي عليها، بتولع الأمور. Il y a 2 mois, il y a eu des manifestations à Jérusalem qui envoyaient un signal très clair au gouvernement israélien. Si vous ne faites ne serait-ce que frôler cette zone-là,
si vous la regardez mal, eh bien, cela va créer des incidents et faire éclater en fait des incidents. والاحتلال تراجع. Et on voit bien que l'occupation a cédé face à cela. ما نقللش من أهمية هذا الموضوع لسببين. السبب الأول أكثر منطقة حساسة هي القدس. أكثر منطقة حساسة بالقدس هي هذه المنطقة اللي كان عليها الصراع قبل شهرين. في هاي المنطقة نتيجة للهبة الشعبية المثابرة الاحتلال تراجع. هذه مقولة مهمة. Et ne sous-estimons pas l'importance de cela. C'est-à-dire que Jérusalem est une zone sensible et la zone sur laquelle portaient ces manifestations-là est la plus sensible de Jérusalem. Et si sur ça, l'occupation a cédé, alors c'est extrêmement important. الأمر الآخر شكل النضال. يعني الاحتلال يستفز كي يتصرف الفلسطيني بشكل معين، ولكن أصروا على نضال غير عنيف مثابر للغاية. بعد 3 أسابيع الاحتلال تراجع في أهم منطقة على الإطلاق. Et l'occupation a insisté et a tout fait afin que les Palestiniens adoptent le comportement que l'occupation souhaitait les voir adopter. Or, ces manifestations et ce comportement non violent a persisté jusqu'à la fin et au bout de 3 semaines, l'occupation a cédé sur ce point-là qui est si délicat, si sensible. أنا أقول لكم عن موضوع اللي بعرفش لماذا لا يروج له برأيي عظيم للغاية، وهو إقامة الدولة قبل الدولة. Là, je voudrais parler d'un sujet, et je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas souvent, c'est à savoir l'établissement d'un État avant l'État. يعني بدخل على رام الله، على نابلس، على الخليل، وأنا بعرف شو معنى احتلال، شو معناه ضائقة اقتصادية، شو معناه تنكيل بالناس بكل مكان. بلاقي مؤسسات، وزارات، جامعات، مستشفيات. في شيء يبنى اللي بيقول إنه هذا الشعب بده ينتزع حقه بالدولة. Alors quand je vais à Ramallah ou à Naplouse ou à Hébron, je vois ce que c'est l'occupation. Je vois bien ce que c'est les discriminations. Je rencontre des membres d'associations, des universitaires, je vais dans les hôpitaux et on voit bien qu'il s'agit là d'un peuple qui devrait avoir le droit à son État. الحركة الصهيونية تعتز إنها بنت الدولة قبل الدولة. هي لم تبني الدولة قبل الدولة. بنت الجامعة العبرية، بنت التكنيون، بنت كم مؤسسة. لم تبني الدولة قبل الدولة. الشعب الفلسطيني بنى الدولة قبل الدولة. Le mouvement sioniste se targue d'avoir construit un État avant l'État. Mais ce n'est pas vrai. Ils ont mis en place certaines institutions. Le peuple palestinien, lui, a mis en place des structures d'État, si vous voulez, avant l'État. أنا واثق إنه التقدم بموضوع المصالحة أكثر جدية من أي وقت مضى. Je suis confiant sur la question de la réconciliation actuellement. Je pense que maintenant on peut être plus optimiste que jamais. أنا باتصال دائم مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن محمود عباس، مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية. Je suis en contact permanent avec Abou Mazen, avec le président palestinien Mahmoud Abbas, avec Rami Abdallah qui est en charge des affaires étrangères, et je suis en contact aussi avec Ismail Haniyeh. وأنا واثق إنه الوضع اليوم جدي ومخلص نحو المصالحة أكثر من أي وقت مضى. Et je pense que plus que jamais, nous sommes sur la voie d'une réconciliation. هجمت بإسرائيل لأنني تحدثت مع إسماعيل هنية. J'ai été agressée, attaquée par l'État israélien parce que je suis en contact avec Ismail Haniyeh. نحن نرى أن التناقض الرئيسي هو ليس بين فتح وحماس. التناقض الرئيسي بين كل الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال. Le problème principal ne se situe pas entre le Fatah et le Hamas. Le problème principal se situe entre le peuple palestinien et le peuple israélien. ويجب تذليل كل التناقضات الثانوية في مواجهة التناقض الرئيسي. Il faut donc mettre de côté toutes les divisions qui sont secondaires afin de nous concentrer sur ce qui nous occupe en priorité. الآن حول موقفي من كل القيادات الفلسطينية أنا سأقول لكم موقف مبدئي. حول موقفي من القيادات الفلسطينية سأقول لكم موقف مبدئي. En ce qui concerne les positions des dirigeants palestiniens, je vais vous donner donc ma position.
أنا عضو في البرلمان الذي يحتل الشعب الفلسطيني. Je suis membre d'un parlement, d'un État qui occupe qui soumet le peuple palestinien à l'occupation. أجلس بعيد نصف متر من نتنياهو. Je suis à un demi-mètre de Netanyahou. بكون إنسان بدون أخلاق إذا بجلس نصف متر جنب نتنياهو وبهاجم قيادة الشعب الفلسطيني. هذا لن يصدر مني أنا. Je serais quelqu'un sans éducation aucune si je me trouvais assis à un demi-mètre de Netanyahou et que j'étais à critiquer les dirigeants palestiniens. Cela ne viendra pas de moi. واجبي أن أقف مع قيادة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. Mon devoir, c'est d'être aux côtés des dirigeants palestiniens contre l'occupation. هنالك من يخلط بالأوراق. أنا لا أسكن في رام الله. لا أسكن في نابلس. أنا لست معارضة فلسطينية داخلية. أنا موجود داخل دولة إسرائيل. Je ne vis pas à Ramallah et je ne vis pas à Naplouse. Je ne suis pas dans l'opposition intérieure en Palestine. Je vis en Israël. ولا يهمني إذا اسم رئيس الشعب الفلسطيني أبو مازن أو أبو عمار أو يحيى حمودي أو أحمد الشقيري. أنا مع منظمة التحرير الفلسطينية ضد الاحتلال. علي أن أساهم من موقعي من أجل أن ينتهي هذا الاحتلال. Et je n'accorde aucune importance au nom du président ou du dirigeant palestinien, qu'il s'agisse d'Abou Mazen, de Abou Ammar ou de Yahya Hamoud, peu importe, ma position, ma place se trouve près de l'Organisation de libération de la Palestine contre l'occupation. قلت لكم أنهم حاولوا أن يبنوا شخصية العربي الإسرائيلي. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont essayé de créer de toutes pièces cet être arabe israélien. وهو عربي مشوه وإسرائيلي مشوه. Qui n'est qu'à moitié arabe quelque part et à moitié israélien, si vous voulez, des faux arabes ou faux israéliens. تلك معادلتهم. ما هي معادلتنا؟ أن نكون عرب فلسطينيين ممتلئين بانتمائنا الوطني وفي الوقت ذاته أن نناضل من أجل المواطن الكامل، كامل هنا وكامل هناك، مش نصف هنا ونصف هناك كما يريدون. Et justement, face à cela, ce que nous devons faire, c'est être pleinement arabe et pleinement palestinien et pleinement attaché à notre identité et en même temps pleinement engagé dans la lutte pour nos droits, c'est-à-dire complètement un, complètement l'autre et non moitié-moitié comme on veut qu'on le soit. الآن إذا أردت أن أتصرف فقط كفلسطيني نقطة، فما القيمة المضافة الموجودة عندي عن ابن الضفة أو ابن مخيمات اللاجئين؟ Si je veux me positionner uniquement en tant que Palestinien, très spécifiquement et étroitement, alors quelle est ma valeur ajoutée par rapport à un Palestinien de Cisjordanie ou qui a grandi dans un camp de réfugiés? إذا اعترفنا أن كل احتلال يزول بعوامل ثلاث، أولاً وأساساً نضال الشعب الواقع تحت الاحتلال، ثانياً الرأي العام داخل الدولة التي تمارس الاحتلال، ثالثاً البعد الدولي. إذا اتفقنا على ذلك فأنا ما بدي شعبنا الفلسطيني يبدأ من 1% داخل إسرائيل، بدي يبدأ من 21%، لأنه أنا ال20% كل مفروض أكون إلى جانب حقه بإقامة الدولة. يعني تأثير العالم وضغطه على إسرائيل. Si on est d'accord pour dire qu'une occupation, la fin de l'occupation doit compter sur 3 piliers, à savoir la lutte du peuple qui est soumis à l'occupation, l'opinion publique dans le pays qui soumet à l'occupation et troisièmement les pressions venant du point de vue international, alors moi mon rôle c'est de faire en sorte que nous soyons les 21% complètement dans la lutte contre l'occupation en Israël. يعني إذا أنا بكون أيضا مواطن وأيضا شرعي بالعمل السياسي فيكفي أن يقتنع 31% من اليهود، 35% من اليهود داخل إسرائيل. أما إذا أنا غير شرعي ومش مواطن أو مواطن ولكن غير شرعي يجب اقتناع 51% من اليهود. أنا علي أن أسعى كي أساعد شعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال، أن أدخل غمار العمل السياسي وأن أؤثر من أجل أن نسهل ونساعد كي يتحرر شعبنا الفلسطيني. Si je suis un citoyen et si je suis un
travailleur politique légitime, je dois convaincre 31% de la population. Si je suis considérée comme étant non légale, non légitime ou un citoyen de seconde zone, cette proportion devient 51%. Ce que je dois faire, moi, c'est travailler dans la vie politique, dans ce pays-là, pour faire en sorte de mettre la pression et que nous puissions libérer le peuple palestinien. Merci.